Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition sur FM Télévision pour vous informer. Pourquoi dire qu'il n'y a pas guerre en RDC? Jules Alingueté, inspecteur général des finances, doit se justifier devant les députés nationaux. L'interpellation est l'initiative du député national Jackson Aossé Afingo qui demande au patron de l'IGF de s'expliquer sur ses propos qu'il traite de méprisants, choquants et anti-patriotiques tenus devant le panel d'investisseurs il y a 48 heures aux États-Unis, affirmant qu'il n'y a pas guerre en RDC et qu'elle se déroulait à plus de 2000 km de Kinshasa. Clôture de pourparlers hier, mercredi 27 avril à Nairobi, après 5 jours d'intenses travaux entre les émissaires de Félix Tshisekedi et les groupes rebelles à la capitale du Kenya, visant notamment la paix au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Cette dernière journée a été marquée notamment par la présence par visioconférence des facilitateurs Uhuru Kenyatta et Félix Tshisekedi. Esther Siamou. Ces échanges ont connu la participation de près de 30 délégués représentant le groupe armé de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, en présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRJ, des États-Unis et de la France. Particulièrement, cette dernière journée des travaux a été marquée par la participation par visioconférence du président Tshisekedi et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, désigné facilitateur de ces consultations. Prenant la parole, le président kenyan a exhorté les chefs de guerre congolais à choisir la voie de paix. C'est fait exemple pour avoir fait la paix des braves avec son opposant historique. De son côté, le président Félix Tshisekedi, après avoir remercié tous ceux qui ont choisi la voie de la paix, a rassuré les chefs des différents groupes armés qu'ils pouvaient compter sur lui. Rappelons que c'était juste la fin de la première étape des consultations de paix. La facilitation kenyane a annoncé une prochaine rencontre dans le prochain jour. À l'issue de ces échanges, tous les chefs des groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, se sont montrés optimistes. Ils ont par ailleurs émis chacun à la facilitation leur mémo dans lequel ils proposent des voies de sortie. Et puis des violences se poursuivent dans l'est du pays, 2 civils tués et une dizaine de blessés. C'est le bilan d'une attaque sanglante attribuée aux rebelles ADF hier mercredi 27 avril à Irumu dans la province de l'Ituri. Esther Siamou nous en parle. L'espoir de vivre devient incertain dans certaines zones de l'est du pays. Les attaques et massacres se multiplient. Le fait s'est passé dans les heures matinales de mercredi 27 avril, soit à 2 heures. Selon les sources concordantes, les présumés rebelles ougandais ADF ont attaqué les villages de Kosakosa près de Mungamba et ont donc tué 2 civils et 10 autres personnes amenées dans la forêt qui restent introuvables jusqu'à présent. Il s'y est de signaler que cette attaque intervient pendant que le pourparlers de Nairobi se veulent de trouver la paix dans ces parties de la RDC. Malgré cela, les civils continuent d'être tués par les groupes rebelles opérationnels dans ce coin du pays. Les populations victimes de ces massacres ne dorment que d'un œil, restant vigilantes car elles ne savent quand, comment ni où ces rebelles peuvent surgir, d'autant plus qu'ils se pavanent en toute liberté au Nord Kivu et en Ituri. Des morts en surnombre dans la prison centrale de Makala. 33 détenus ont perdu la vie depuis le mois de mars dernier. Raison principale, mauvaise prise en charge médicale des prisonniers et autres causes diverses. Annie Ankole. C'est l'Association africaine des droits de l'homme qui l'a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 28 avril. Cette association s'est dit très préoccupée par le nombre de décès survenus au mois de mars dernier à la prison de Makala en République démocratique du Congo. Au regard de ce qui précède, l'Azado invite le Premier ministre Sama Lukonde à diligenter une enquête pour déterminer les vraies causes de ces décès. En outre,
Cette structure appelle la ministre de la Justice à prendre part des mesures qui s'imposent pour désengorger la prison de Makala où il y a un véritable surpeuplement, cause des contaminations à la tuberculose. Il s'est de rappeler que plusieurs prisons de la République démocratique du Congo sont dans un état de délabrement très avancé et les conditions carcérales sont alarmantes. C'est dans ce cadre que les députés nationaux Eliezer Ntambwe a initié une question orale avec débat à la ministre de la Justice Rose Mutombo pour éclaircir la lanterne des élus du peuple sur les conditions carcérales en RDC. Conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï. On referme le rideau de ces assises ce jeudi, sauf changement de dernière minute. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne depuis mercredi soir à Lubumbashi au Katanga pour clôturer cette conférence. Le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international de la Luano vers 20h, l'heure locale par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le gouverneur Jacques Kabula Katoué, le ministre nationaux et provinciaux, les députés et chefs des exécutifs du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Après avoir échangé avec le Premier ministre et les gouverneurs, le cortège du président s'est directement dirigé vers le gouvernorat situé sur l'avenue Kassavubu pour un conseil de sécurité. Selon un membre du gouvernorat provincial du Haut-Katanga, le chef de l'État va recevoir différentes couches de la population avant de clôturer la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï à Lubumbashi. Un communiqué sanctionnant la fin du Conseil de sécurité sera lu par le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Rappelons que c'est depuis le 22 avril dernier que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait ouvert la conférence réunissant les provinces du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï qui sera clôturée par le président Félix Tshisekedi. La paix doit impérativement régner entre les communautés kassaïennes et katangaises. C'est l'essentiel du message lancé par Dieudonné Piémé après un entretien mercredi soir avec Jacques Kabula. Le gouverneur du Kasaï et son collègue du Haut-Katanga ont braqué les projecteurs sur une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Dieudonné Piémé est ici dans des propos recueillis par Rudy Nonzé. Je suis Dieudonné Piémé, je suis le gouverneur de la province du Kasaï. Je me trouve à Lubumbashi pour des raisons de famille, mais j'ai voulu en profiter pour échanger avec mon collègue sur les questions qui touchent aux relations entre nos deux provinces. J'ai voulu d'abord commencer par présenter toutes mes condoléances à mon collègue, les condoléances de la province du Kasaï, à tous les Katangais, de suite des événements qui sont arrivés dans la journée d'hier. Et nous avons tenu à attirer l'attention de la communauté sur le fait que recourir à la violence n'est pas une bonne façon pour régler des problèmes ni des revendications. Mais au-delà de ceci, nous avons également évoqué la question qui touche entre les relations intercommunautaires de nos populations. Il y a plusieurs Kassaïens qui habitent le Grand Katanga et il y a des Katangais qui habitent le Kasaï aussi. Mais il s'est développé de plus en plus un discours qui n'est pas bon et qui ne permet pas une bonne cohabitation entre communautés. Nous avons regardé de quelle manière nous pouvons régler ce problème, car vous savez, une petite étincelle peut allumer un grand feu. Il est de notre devoir en tant que responsable de regarder de quelle manière nous pouvons empêcher que des extrémistes se mettent au travers de toute la population, de toutes les communautés. Et donc nous avons convergé ensemble dans nos idées qu'il faut mettre en place des initiatives susceptibles de permettre que les communautés vivent ensemble sans trop de problèmes. Bon, je suis le gouverneur du Kasaï, c'est vrai, nous sommes tous Congolais. J'en appelle donc à la population kassaïenne qui habite au Katanga de savoir qu'ils sont Congolais, ils ont le droit de rester au Katanga, certes, mais ils ont également le droit et surtout les devoirs de respecter les cultures qui sont au Katanga.
On s'approche à grands pas de la fin du mois de Ramadan, une fin de carême pour la communauté musulmane qui sera célébrée particulièrement dans la ville de Goma au Nord Kivu, où toutes les activités de prière au sein des stades et autres endroits publics sont strictement interdites. Décision du maire de la ville qui évoque notamment des raisons sécuritaires. Ania Kolé. Dans un communiqué rendu officiel ce jeudi 28 avril, l'autorité urbaine de Goma justifie sa décision par des raisons sécuritaires et appelle à cet effet tous les musulmans à passer ces moments de prière dans leur mosquée habituelle. Le commissaire supérieur principal Mako Sakabeya François promet de sanctionner sévères aux récalcitrants car, selon l'esprit de son communiqué, la sécurité de la population prime. Aucune activité de prière au stade soit-il ou à tout autre endroit public n'est autorisée sur toute l'étendue de la ville de Goma à l'occasion de la clôture du mois sacré de Ramadan ou Idil Filtri tel qu'est prévu du 1er et au 2 mai prochain, a écrit l'autorité urbaine de Goma. Selon plusieurs observations, cette décision du maire de la ville est salutaire car, à l'approche de la célébration de la fête des Idil Filtri, des tensions sont observées entre des comités protagonistes de musulmans à Goma qui se revendiquent chacun l'exclusivité de l'organisation de cette prière au stade. Et puis recrudescence de l'épidémie d'Ebola avec déjà à son actif 2 décès dans la ville de Mbandaka en Équateur. Les énergies sont déployées pour juguler le plus vite que possible ce virus. La campagne de sensibilisation a été de ce fait lancée par le ministre de la Santé mercredi. Les précisions, c'est de Ania Kolé. Environ 200 doses du vaccin contre Ebola sont arrivées en Mbandaka en provenance de la ville de Goma où elle était stockée. Des vols sont prévus le vendredi 29 et le samedi 30 avril prochain pour approvisionner la ville. 3 sites de vaccination ont été déployés. Cette campagne concerne d'abord les agents de santé des premières lignes et des personnes qui ont été en contact avec le malade décédé. Déjà, 233 cas contacts ont été identifiés et sont placés sous surveillance. L'objectif est de contrôler l'épidémie le plus tôt possible et de rompre la chaîne de contamination. La maladie n'est actuellement signalée que dans les 7 districts sanitaires de Mbandaka. Par ailleurs, les experts de l'OMS se montrent confiants non seulement pour l'efficacité du vaccin, mais aussi par rapport à l'expérience accumulée par la République démocratique du Congo. Il s'agit en effet de la 14e épidémie d'Ebola depuis 1976, dont 6 depuis 2018. En plus de la vaccination, un centre de traitement d'Ebola d'une capacité de 20 lits a été mis sur pied. En politique, sans aucune surprise, André Mbata a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale mercredi dernier. C'était au cours d'un vote organisé au sein de l'hémicycle que ce constitutionnaliste est devenu le remplaçant de Jean-Marc Kabound après avoir raflé son et 2 voix. Suivez ces précisions. On le savait déjà, candidat unique. Il était évident que André Mbata soit le désormais nouveau premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. La formalité d'usage voulait qu'il soit soumis à l'exercice de campagne électorale qui a abouti au vote auquel ont pris part 446 députés nationaux. Peu avant ce vote, ce membre du parti présidentiel l'UDPS Tshisekedi était face à ses collègues. Ce constitutionnaliste a promis d'être au service de la majorité comme de l'opposition parlementaire. Avec un ton rassurant, André Mbata a pris l'engagement de faire aboutir les initiatives parlementaires avant de promettre l'émission aux députés à l'extérieur du pays. Pour lui, la diplomatie parlementaire sera renforcée. L'Assemblée nationale, dit-il, devra être désormais représentée dans tous les forums internationaux et bilatéraux. Au cours de cette plénière consacrée au vote, l'on a noté la présence remarquable des députés nationaux membres du Front commun pour le Congo, dont Jeanine Mabunda, qui a vu la salle faire assez de bruit alors qu'elle devrait glisser son bulletin de vote dans l'urne. Jusqu'ici président de la commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, André Mbata succède à Jean-Marc Kabound qui a déposé il y a quelques semaines sa démission à ses fonctions pour des raisons de conviction politique. Fin de cette édition, Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure après le jingle pour notre rubrique La Découverte. Fifi Kalumbwe est déjà sur ce plateau. Restez avec nous.
Alors c'est parti mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé en fin de journal, c'est l'heure de la rubrique La Découverte. Qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir? Fifi Kalumbwe est pour cette raison sur ce plateau. Bonsoir Fifi. Bonsoir Patrick Ngouro. Qu'est-ce qu'on apprend? Je croise les bras. Très bien, 5 sur 5 déjà, Merci. parce que vous avez croisé les bras. Aujourd'hui, nous allons apprendre le verbe risquer. Et beaucoup plus, je veux insister sur les participes passés du verbe risquer. Selon le dictionnaire, risquer, avec accent à la fin, c'est toute chose qui présente un risque certain. On peut dire des propos risqués, une danse risquée avec deux E à la fin, etc. Voilà pourquoi on dit souvent que c'est risqué lorsque quelqu'un tient des propos qui n'arrangent pas, des propos qui présentent de risques à ceux qui sont en train de les suivre. On dit que vous tenez des propos risqués ou encore ce que vous êtes en train de faire, c'est risqué. Mais votre explication n'est pas risquée. Ce n'est pas risqué. Mais vraiment, certaines personnes en lieu et place de dire c'est risqué parce que il y a un auxiliaire être et le verbe qui est au participe passé, ils disent que c'est risquant. Non, ça ne se dit pas parce que il y a un auxiliaire être, le verbe doit être au participe passé. Généralement, lorsqu'il y a un verbe qui est précédé d'un auxiliaire, il est toujours conjugué au participe passé et non au participe présent. Le participe passé, c'est utilisé pour former les temps composés de la voix passif ou encore la voix active. Par contre, le participe présent, c'est la forme verbale qui se termine en français par en, c'est-à-dire ant. C'est souvent pour former un gérondif. Lorsque c'est précédé des en et n, c'est un gérondif. Ça, c'est une autre matière. Aujourd'hui, nous sommes dans le verbe risqué toujours. Donc, lorsque vous êtes devant un fait qui présente un risque certain, il faut dire que c'est risqué et non pas c'est risquant. Justement, madame, messieurs, hein, c'est risqué de dire c'est risquant. Et donc, ce n'est pas bien et notre découverte n'a pas été du tout risquée, puisque on a vraiment appris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre rubrique La Découverte qui n'a pas été risquée du tout. Portez-vous bien. Merci.